sont manifestés, mais certains quartiers vers Stalingrad, vers le Bas-Belleville, on a plus de mal à trouver des porteurs de projets. C'est plus compliqué. Merci. Donc la deuxième personne qui est ici autour de la table, Laurence Baudelet. Donc vous êtes ethno-urbaniste, coordinatrice de l'association Graines de Jardin, qui a été créée en 2001. Cette association, je pense que vous allez revenir dessus, mais qui anime le réseau régional des jardins partagés en Île-de-France et qui soutient les jardins partagés franciliens, qui apporte un appui au montage de projets, à la gestion des jardins et qui intervient si besoin comme médiateur. Voilà. Et vous êtes aussi auteur d'un ouvrage, Jardin partagé, que vous avez créé avec Frédéric Basset et Alice Leroy. Donc j'avais deux questions pour dire pourquoi est-ce que vous avez créé cette association et quels sont les rôles de cette association et les objectifs des jardins que vous aidez à mettre en place. Alors pourquoi on a créé cette association Graines de Jardin a été créée en 2001. En fait, moi j'étais un des membres fondateurs du réseau national, donc en 97, le jardin dans tous ses états, c'est le réseau qui a porté le concept de jardin partagé. Et au bout de 3-4 ans, en fait, on s'est dit qu'on serait plus efficace si on avait un outil régional pour développer les jardins. On a estimé qu'en fait la région c'était le bon critère, la bonne échelle territoriale pour développer les jardins partagés. Et donc il n'y avait pas de structure pour l'Île-de-France, et donc comme moi j'habitais en Île-de-France, on a créé une association pour l'Île-de-France pour développer les jardins partagés en Île-de-France. Donc c'est depuis le départ une association qui fait de l'accompagnement de projets et de l'animation de réseau. Alors ensuite, les objectifs des jardins qu'on accompagne ils sont très variables. Ça dépend véritablement des sites, des personnes qui composent l'association, du quartier, enfin il y a plein de choses qui jouent dans le projet. Alors, il y a des constantes qu'on retrouve, globalement, les gens sont préoccupés par les surfaces en espace vert dans leur quartier, par les problèmes d'isolement, par le fait que les enfants ne sachent pas comment poussent les tomates ou les carottes qu'ils consomment. Ils sont à la recherche, disons que les personnes sont souvent à la recherche de loisirs, aussi de proximité, de loisirs en relation avec le vivant, d'activités à des coûts très modérés, accessibles à tout public. Donc là on est sur des cotisations de l'ordre de 10 à 20 € par an, donc c'est quasiment gratuit. Il y a des enjeux d'animation de quartier, donc l'idée aussi que dans certains quartiers, en fait, il ne se passe pas grand-chose et que le jardin va être un des lieux qui va permettre d'animer le quartier, de changer un peu l'image du quartier aussi, voire carrément de la changer complètement, parce que depuis 2-3 ans, on travaille beaucoup dans les quartiers en grande difficulté de l'Île-de-France, dont l'image est vraiment assez mauvaise. Enfin, par exemple, hier, j'étais au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. C'est des quartiers qui en général, quand vous prononcez seulement le mot, dressent les cheveux sur la tête des gens. Voilà, donc l'idée c'est de parler autrement aussi de son quartier, de pouvoir en être un peu plus fier et de dire voilà, il y a un truc sympa qui s'y passe samedi ou dimanche, venez donc au Val-Fouré. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Tout à fait. Voilà. Alors, Odile Lefaou, donc vous êtes historienne de formation, vous avez réalisé un master aussi en sciences de l'information et de la communication. Aujourd'hui, vous êtes attachée de conservation du patrimoine scientifique, technique et naturel et chargée de médiation scientifique au sein de l'Observatoire départemental de la biodiversité urbaine du département de la Seine-Saint-Denis. Oui, c'est long, mais... Et récemment, donc, vous avez débuté une thèse sur l'analyse du discours scientifique qui est produit autour des sciences participatives. Alors, pareil, j'ai deux questions. Est-ce que, qu'est-ce que l'Observatoire départemental de la biodiversité et quel est votre rôle au quotidien dans cette structure? Alors, l'Observatoire, c'est une structure départementale, donc c'est le Conseil général. Mais c'est vrai que le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a été très tôt à se poser des questions sur la nature en milieu très urbain. De fait, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un département extrêmement très urbanisé, avec une pression urbanistique extrêmement forte, et puis des milieux très contraints, très fragmentés. Donc il fallait bien s'intéresser à la nature en ville, puisque de fait on est en ville, et à son sort, parce que de fait cette nature est mise à mal par cet urbanisme extrêmement important.
Donc le département s'est doté d'un observatoire depuis 2005, c'était un des premiers dans son genre. Et puis l'idée de cet observatoire, c'était de récolter de la donnée sur cette nature urbaine, appuyée bien sûr sur des études très poussées sur la faune et la flore du département, grâce notamment à un partenariat extrêmement fort avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc dresser un état des lieux, dresser un inventaire aussi, puisque cet observatoire est doté d'une base de données qui compte aujourd'hui près de 200 000 données, donc une base de données géolocalisée sur la nature en Seine-Saint-Denis. Et puis aussi l'idée de partager ce savoir. Alors aussi bien ce savoir scientifique obtenu par ces recherches, mais aussi le savoir plus populaire et moins peut-être expert encore que des acteurs du territoire, et de pouvoir le mutualiser et le partager. Acteurs du territoire, donc c'est effectivement les entreprises. Alors au premier lieu, en termes d'impact, on travaille beaucoup avec les entreprises, les aménageurs, les gestionnaires d'espaces verts, et puis aussi et ça c'est mon travail, avec les habitants, puisque moi je suis chargée de la médiation en direction du grand public. Mon travail au quotidien, c'est beaucoup faire savoir qu'il y a de la nature en Seine-Saint-Denis. Tout à l'heure vous disiez, le Val-Forêt, ça fait dresser les cheveux. Non, c'est évident, aussi un beau quartier. Oui, et d'ailleurs, le projet est toujours en cours. Enfin, il a fonctionné, effectivement. On a un projet auquel on travaille qui est à Stein. Donc vous voyez, c'est un peu le même principe que le Val-Forêt. La Seine-Saint-Denis n'est pas connue pour ses espaces verts, pourtant elle en bénéficie de forts intéressants, des grands parcs, mais aussi des beaucoup plus petits espaces. Et nous aussi, on travaille. Alors, nous, on a la gestion de très grands espaces, on travaille bien sûr dessus, à les faire connaître, mais on essaye aussi de faire connaître la nature de proximité, de grande proximité. Donc, la nature qui se trouve en bas de la rue, au pied de l'immeuble, avec un gros volet sciences participatives qui consiste aussi à faire savoir aux gens qui peuvent aussi co-élaborer le savoir sur cette nature de grande proximité, et peut-être aussi nous apporter un éclairage différent parce qu'ils habitent dans des lieux depuis très longtemps, qu'ils côtoient des espaces que nous on ne connaît pas. Ils ont des talents comme la photographie ou l'usage des plantes médicinales qui peuvent nous apporter un éclairage. Et voilà, donc c'est beaucoup de discussions avec surtout le grand public, sur des sujets aussi larges que, effectivement, les sciences participatives ou l'art partagé. Et comment vous faites pour, justement, rentrer en contact avec les habitants? C'est vous qui allez vers eux? C'est eux qui viennent vers vous? Alors, c'est sous plusieurs modalités. On va avoir déjà, parce qu'on a la gestion de grands parcs, on a la chance d'avoir des animateurs nature qui ont vraiment pour travail de faire des animations autour de cette nature. Donc là, on est dans des grands parcs, mais il faut quand même savoir que la faune et la flore du grand parc, c'est évidemment, il y a des espèces patrimoniales, mais il y a aussi, et beaucoup, c'est la grande majorité des espèces communes, enfin communes, pas péjoratif, pas comme ça, des adventices, des espèces exotiques. Donc l'idée, c'est, voilà, eux sont notre première porte d'entrée. Donc là, on a toute une programmation qui est bien sûr gratuite et donc qui consiste à faire venir les gens. Donc là, les gens viennent à nous quand même. Il y a des manifestations tout au long de l'année qu'on fait aussi, alors qui sortent des parcs, qui vont aussi sur les sites communaux, dans les petits squares, etc. Donc on a plusieurs grands rendez-vous comme ça dans l'année, notamment un consacré aux sciences participatives à chaque mois de juin de chaque année. Et puis on travaille aussi sur des micro-projets qui vont consister à aller, dont vous parlez tout à l'heure, effectivement, ce projet de stand, c'est vraiment un micro-projet, qui vont consister à essayer de peut-être reconnecter l'homme à la nature, ou du moins de donner à voir cette nature au plus près, avec des réunions de concertation, des micro-projets comme ce projet Jardin partagé. Merci. Kaduna El Demaï, géographe, doctorante en géographie à l'Université de Paris 1, au laboratoire LADIS, à terre en ce moment, à l'Université de Créteil-Est. Donc tu termines une thèse sur les friches urbaines jardinées en Ile-de-France. Tu as écrit plusieurs articles, notamment sur les jardins partagés. Sont-ils des scènes de participation citoyenne? C'est une des questions sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer plus concrètement ton sujet de thèse? Pourquoi ce questionnement?
l'approche que tu as et si tu as des études de cas plus spécifiques Ok, je vais essayer. Alors oui, donc c'est vrai que là je suis en fin de thèse, hein, c'est une thèse que j'ai commencée il y a 5 ans, hein, qui va se finir en septembre, donc je suis vraiment à la fin. Et donc c'est une thèse que j'avais envie de travailler sur le jardin partagé, et en même temps j'étais très intéressée par la question des friches et de la réappropriation par les habitants de ces espaces. Du coup, j'ai décidé de croiser et de travailler uniquement sur les jardins partagés qui sont développés sur des délaissés ou sur des friches. Du coup, les questions un peu que je me pose, elles sont de deux sortes. Déjà, quel est un petit peu les modes de fabrication de la ville, ou en tout cas de ces espaces, ça veut dire en partenariat avec la mairie, les associations, quel rôle peuvent jouer les riverains dans ce processus de fabrique urbaine. Et aussi des questions sur les effets de quartier. Est-ce que ça participe vraiment, parce que c'est les discours dominants qu'on entend, à un rapprochement, à la création de liens sociaux entre les habitants, voire à un éveil, une ouverture, hein, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, du quartier, avec de l'animation, des événements qui se déroulent. Alors moi j'ai 48, en fait, j'ai travaillé sur 48 jardins partagés sur des friches, donc que j'ai appelé les vacants jardiniers. Dont les 2/3 sont à Paris et après ensuite surtout dans des communes limitrophes. Donc évidemment il y a un effet aussi de contagion telle d'huile, c'est là où on va trouver le plus nombre de jardins partagés, puis après c'est vrai que ça s'amenuise hein, plus on sort de Paris, donc il y a aussi un effet de taille. Et donc après des espaces, notamment sur Stein, mais pas de jardins partagés, justement des espaces de jardins sauvages. J'avais aussi envie de réfléchir à comment, sous des formes différentes d'appropriation de vacants par des habitants pour en faire des jardins, mais qui ne soient pas du tout cadrés, hein, comme les jardins partagés, quelle dynamique on avait, est-ce qu'on retrouvait les mêmes discours, et notamment donc, sur la zone des Dartres à Stein, qui était une zone que je trouvais vraiment très intéressante. Donc voilà, donc du coup des terrains dans le 93, en 94 et un jardin partagé dans le 77, donc là à la frontière de la Marne. Donc pareil, je me posais beaucoup de questions parce que dans des espaces, donc le jardin partagé de Sassy, dans des espaces où en fait on a quasiment que des maisons individuelles avec jardin, pourquoi on avait des jardins partagés? Donc ça montrait que c'était pas uniquement alors qu'est-ce que ça traduisait du désir de rencontre de l'autre, de la relation à la nature et au jardinage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais à peu près. Et puis alors, ce cas-là, finalement Eh bien, c'était vraiment ça, c'était l'idée, en fait, et on retrouve, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus sorti dans la question, en tout cas, de la motivation première. Il y a évidemment un lien très fort, et pas forcément au jardinage, mais au vivant. Moi, je pense vraiment cette idée qu'on... alors il y a toute la question des racines, où il y a aussi beaucoup de fantasmes sur la campagne. Le jardin partagé, c'est la campagne, c'est pas la nature forcément. Mais c'est vrai que la question de la rencontre, et surtout de la rencontre avec ses voisins, la rencontre de proximité, j'ai l'impression que c'est vraiment la motivation centrale de l'investissement, en tout cas du jardin partagé que j'ai étudié. Merci. Et donc, Andrea Lemaitre, donc, tu es architecte paysagiste et chef de projet dans une agence de paysagisme, pardon. Tu as travaillé dans le domaine de l'éducation environnementale aussi. Et donc depuis 2013, tu prépares une thèse à l'Université de Paris 13, donc sur les ceintures vertes européennes, avec une comparaison Paris, Londres, Berlin et Milan. Donc est-ce que tu peux expliquer déjà ton activité en tant que paysagiste et comment il y a un peu une réflexion à une autre échelle, à l'échelle de la ceinture verte, de voir un petit peu quelles sont les questions que tu poses dans le cadre de ta thèse et quelle est l'approche que tu vas avoir l'approche comparative. Donc là, en tant qu'ingénieur paysagiste, essentiellement je travaille sur des espaces privés, donc plutôt des espaces bien isolés, donc pas partagés. Donc c'était plutôt le contraste en fait avec notre sujet d'aujourd'hui. Avec la thèse, donc, je souhaitais changer d'un peu d'échelle en fait,
d'étudier en fait l'espace vert quelque part deux dimensions différentes. Et donc la ceinture verte, c'est une zone en fait qui se situe entre 10 et 30 km de centre des grandes villes en fait. Et son rôle initialement, c'était de freiner l'étalement urbain, favoriser l'agriculture urbaine et en même temps assurer l'accès en fait aux espaces verts des grandes villes. Donc mon choix s'est porté sur ces grandes villes parce que c'est des cas profondément différents. À Paris, on a vraiment cette problématique de freiner l'étalement. Donc à Berlin, c'est plutôt l'effet inverse. Il n'y a pas du tout de pression urbaine, donc c'est plutôt la nature qui va coloniser les espaces et les espaces verts sont pas du tout maintenus intensivement. C'est plutôt un entretien extensif. Et à Milan, c'est une ville très industrialisée, donc l'accès à la nature c'est complètement différent, la montagne est très proche, la mer aussi. Donc l'espace vert, c'est pas du tout tous les de la même manière qu'on peut concevoir à Paris. Donc ça va être un sujet de contraste. Et dans le cas de Londres, les réglementations étaient beaucoup plus strictes, donc il y a un contraste énorme entre le centre-ville et notre ceinture verte. Donc voilà, donc ces 4 villes, j'espère, me permettra d'éclairer l'essentiel de ces zones et leur réelle côté vivante. Et donc j'aimerais bien examiner les nouveaux paysages en fait naissant dans ces zones, les nouveaux rôles des ceintures vertes par rapport à leur destination d'origine. D'accord, merci. Alors, j'avais une première question. On voit qu'il y a différentes... quand on parle d'espace vert, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses. Et chacun a un petit peu sa perception des choses. J'ai posé des questions autour de moi auprès de mes proches. Et pour chacun d'entre eux, l'espace vert, c'est quelque chose de différent. Donc je voulais savoir si vous pouvez revenir sur cette notion d'espace vert, de nature. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Est-ce qu'une friche est un espace vert, est un espace de nature pour nous et pour les, pour nous entre guillemets, on va dire les chercheurs ou ceux qui parlent de ces thématiques, mais aussi pour les habitants. Est-ce qu'une friche donc c'est un espace vert? Est-ce qu'un mur végétal c'est un espace vert ou c'est perçu ou c'est vu comme un espace vert? Et une autre question, est-ce qu'il y a une différence entre cette notion d'espace vert à Paris et en banlieue? Alors, moi je reviens sur le côté friche espace vert. Qu'est-ce que l'espace vert? C'est sûr que c'est une vaste question, c'est une nature aménagée. Est-ce que du coup la friche rentrerait dans la définition de l'espace vert? Je pense qu'on voit bien qu'il y a vraiment une multiplication des échelles. Alors je ne sais pas du coup si le mot espace serait impropre, mais qu'il y a un investissement de la nature à toutes les échelles, du pied d'arbre à la friche, au parc, et que du coup on a vraiment une déclinaison qui traduit aussi un véritable mouvement, en tout cas une volonté des habitants d'investir l'espace public par le végétal en tout cas, pour embellir évidemment leur cadre de vie, voire pour des motifs un peu plus secondaires, d'apaiser des tensions, d'un peu de sécurisation. On voit notamment sur les initiatives de végétalisation de l'espace public l'idée de contrecarrer par exemple les dépôts d'ordures. Donc cette idée qu'on va être plus attentif aussi à son cadre de vie, qu'il va y avoir moins de dégradation. Pour la friche, c'est vrai que moi du coup dans celle dont je reviens, je suis désolée du coup à un espace de banlieue qui est celui de Stein, donc qui est cette zone d'Étarpe qui est un grand espace d'à peu près 80 hectares où on a de la friche, des espaces agricoles, du maraîchage qui est justement une exploitation qui est en train de disparaître. Et j'avais travaillé avec des collégiens, je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu leur point de vue par rapport à cet espace, et aucun ne l'identifiait. C'est-à-dire que cet espace n'était pas un espace de nature, mais ce n'était pas un espace. Et donc ils n'arrivaient pas à le nommer pour le... Donc évidemment, j'essaie de pas les orienter en disant là, mais il fallait que je montre en fait du doigt pour qu'ils comprennent de quel espace je parlais. Et ils me citaient des points de repère qui étaient uniquement en bordure de cet espace, alors qu'en fait ils le fréquentent, justement ils ne le fréquentent pas, ils le traversent tous les jours pour aller prendre le bus, pour aller au magasin. Donc pour eux, c'était absolument pas un espace de nature.
c'était un peu affolant parce que quand je leur demandais ce qu'ils voulaient faire, ils me répondaient tous un centre commercial. Et en même temps, il y en avait quelques-uns qui me disaient qu'ils voulaient qu'ils voulaient mettre un parc. Et donc, ça montrait bien qu'il y avait, en tout cas, une dualité entre la belle nature, mais bon, ça, c'est pas nouveau, en tout cas, aménagée, confortable, et cette nature qui est une nature complètement frichée, un peu sauvage, voire un peu dangereuse, parce qu'on voyait qu'il y avait de la prostitution, qu'il y avait des sans domicile fixe, et donc c'était un espace, sans parler en plus après des camps de Roms qui sont installés, là, ça a beaucoup cristallisé des tensions, d'ailleurs au sein de différentes communautés. Mais du coup, voilà, à la fois je trouve qu'il y a vraiment une déclinaison d'échelle et que du coup, espace vert, voilà, peut-être que c'est un terme qui est devenu impropre, mais qu'on a beaucoup à différentes échelles, une déclinaison de ces espaces, et en même temps la friche, en tout cas pour ces collégiens et pour les habitants, c'était pas du tout un espace de nature. Donc c'était une réponse partielle. Mais c'est drôle parce qu'on aurait posé cette même question il y a 20 ans, on n'aurait pas la même réponse. Il y a 20 ans, on aurait dit c'est quelque chose de contrôlé, de géré. Aujourd'hui, ça a évolué. Même pas pour la labellisation des jardins, la labellisation écologique, la friche fait partie intégrante de ces espaces. C'est une des catégories. C'est-à-dire que d'un point de vue aussi, même de conservation des espèces, aujourd'hui la friche, parce que c'est pas l'espace vert du futur dans le sens où, quand on étudie les espaces verts d'un territoire aussi contraint que la Seine-Saint-Denis, alors espace vert au sens large du terme, square, grand parc, il y a des grands parcs qui sont des cœurs de nature, mais on sait que la pression des visiteurs est énorme sur ces espaces. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Et donc, se pose la question de savoir si ce sont des espaces purement récréatifs ou des cœurs de nature, on va avoir des espèces. L'idée, ce serait d'avoir les deux. Or, on sait bien que, évidemment, ce n'est pas forcément possible. Or, on sait aussi que les friches, même si c'est un terrain, des espaces qui sont mouvants par nature, c'est-à-dire que, en fait, le réseau de friches est mouvant, se reconstitue toujours plus ou moins, et voilà, comme on a vu cet après-midi, des jardins... là, c'est un peu le même principe, sont toujours entre guillemets voués à disparaître. En attendant, ce sont des réservoirs de biodiversité qui sont très importants, où il y a des espèces intéressantes, voire très intéressantes. La friche, en plus, c'est pas un milieu, c'est un panorama de petits milieux. Donc, on va avoir en plus de la faune et de la flore qui sont différentes. Donc déjà, aujourd'hui d'un point de vue scientifique, la friche a un grand intérêt, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, ça c'est clair. Et puis la friche, on sait qu'il y a des usages. Il y a effectivement des gens qui y habitent, il y a des gens qui viennent avec des usages parfois transgressifs, avec des usages parfois illicites. Mais il y a des usages, il y a de la vie, et il y a aussi un fort intérêt qui apparaît aujourd'hui à les visiter. Quand on fait des visites de friches, les gens viennent et sont ravis de visiter les friches. Et comme on sait qu'il y a des usages, en tout cas, moi je parle du point de vue du département de la Seine-Saint-Denis, donc je pense que c'est transposable ailleurs et que je pense que c'est aussi des choses qui sont ailleurs vraies. Il y a une idée que est-ce qu'on ne pourrait pas justement revaloriser ces usages et amener les usagers à venir voir ces espaces, à les habiter, peut-être aussi pour quelque part décentrer la pression sur les grands espaces verts et aussi parce que ce sont des espaces de grande proximité. Et qu'il y a une vie. Alors, effectivement, à Seine-Saint-Denis, il y a un vrai problème sur la perception de la nature. La nature des parcs n'est pas la vraie nature, c'est une nature synthétique. Souvent, la vraie nature, c'est celle du pays d'origine, avec une population qui est extrêmement métissée et qui estime que la vraie nature, c'est au pays, en fait. Et la nature, c'est de la fausse nature. C'est très beau, mais c'est de la fausse nature. Et la friche, c'est pas de la nature. La friche, c'est pour ça qu'on n'a pas trop parfois pas trop de difficulté à y balancer des choses, des déchets, parce que c'est pas valorisé. Je ne dis pas que c'est la majorité des cas, il y a fort quelque chose comme ça en tout cas, qui est réel. C'est vrai que l'accessibilité d'une friche rendrait pratiquement comme une espèce, la pratiquer, peut-être sur un accès tout simplement. Le cheminement, et ça changerait tout de suite sa connotation. C'est vrai que pour espace vert, on aurait tendance à imaginer, un premier réflexe, c'est plutôt un espace aménagé, j'entendrais, peut-être on utilise plus souvent l'espace de caractère naturel aujourd'hui, en fait, pour représenter tout espace confondu, friche, jardin, espace
domestiquer jardin. Alors moi je dirais que le terme espace vert est un terme des aménageurs qui date des années 70, qui est absolument pas utilisé par les habitants. Enfin, les gens n'utilisent jamais le terme espace vert, c'est une catégorie qui appartient à disons, au vocabulaire des architectes paysagistes, mais pas du tout des usagers. Les termes qu'ils utilisent, c'est plutôt jardin, parc, square, d'un point de vue sémantique. Est-ce qu'ils considèrent que les friches sont des espaces verts? Non. Moi, ce que je constate, c'est un rapport très ambivalent à cette catégorie d'espace particulière qu'est la friche, c'est-à-dire soit un rejet, c'est-à-dire c'est un espace déprécié, dévalorisé, un lieu de transgression sociale où potentiellement il y a de la prostitution, du deal, des ordures, enfin, voilà, on rentre dans l'enfer comme l'enfer des bibliothèques, c'est l'enfer des espaces urbains. Soit au contraire, depuis quelques années, une valorisation du point de vue de la communauté scientifique qui s'intéresse à la biodiversité urbaine depuis peu, via les trames vertes notamment, où en fait, là c'est quasiment un paradis, c'est-à-dire des lieux où on va pouvoir observer des espèces pionnières, colonisatrices, aussi bien végétales qu'animales, en ville. Donc c'est un peu en noir et blanc, je dirais, l'appréciation de la friche. Pour les habitants, soit effectivement ce sont des espaces de nuisance parce que, objectivement, il y a des usages transgressifs qui les gênent, soit ce sont des espaces à conquérir, dans le cadre notamment des projets de jardin partagé, avec l'idée qu'en négociant avec les élus ou avec les services de la ville, on va pouvoir implanter des usages sur cette friche qui soit au service du quartier, notamment justement un jardin partagé. Enfin, moi, c'est le projet sur lesquels je travaille, mais ça peut être d'autres choses. Juste à côté, il y a la friche de la table ouverte où ils jouent à la pétanque, par exemple. En tout cas, quelque chose qui soit utile. Parce que ce qui gêne aussi les habitants souvent par rapport à ces terrains-là, c'est qu'ils sont immobilisés et qu'ils aimeraient bien que finalement ils rendent service au quartier plutôt que d'être qu'un terrain fermé par une palissade. Et au minimum, s'il n'y a pas d'usage possible, au minimum qui participe d'un embellissement paysager. Et donc on va aussi développer du guérilla gardening sur ces espaces-là, ce qui, je dirais, est l'appropriation la plus faible, mais qui quand même fonctionne, avec de la prairie fleurie par exemple, et tout d'un coup des coquelicots qui sortent, et donc à la place d'un terrain avec des déchets, on a pendant quelques mois des plantes. Donc voilà, après, est-ce que les gens considèrent que les murs végétalisés c'est des espaces verts? Je disais déjà, ils n'utilisent pas comme espace vert, je pense que pas du tout. Je ne suis même pas sûre qu'ils, pour l'instant, identifient véritablement ces opérations comme étant véritablement une volonté d'implanter des végétaux le long des murs, parce que aussi, dans un certain nombre de cas, on peut penser que c'est arrivé par le vent ou par les oiseaux, que ça se fait un peu spontanément. Donc pour dissocier, il faut quand même être très bon ou suivre de très près les activités de la ville pour savoir si c'est bien la ville qui a planté à cet endroit-là, avec une stratégie de végétalisation verticale, etc. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose que j'entends, en tout cas. Et juste pour rebondir, par rapport justement à un peu la réflexion, la gestion en termes de politique et la volonté des habitants ou des associations, c'est un peu est-ce qu'il y a beaucoup de conflits, de confrontations, et quel rôle justement ont les associations dans cette relation qu'il pourrait y avoir entre cette gestion différenciée, dont on parle beaucoup dans les communes, et que c'est à l'échelle des politiques publiques, etc., et qui n'est pas forcément comprise par les habitants. Donc quel rôle, est-ce qu'il y a des médiateurs et quel rôle peuvent avoir les associations entre cette volonté et cette décision politique en amont et finalement ceux qui sont qui vivent ces espaces verts, Là, en l'occurrence, si on parle de la gestion différenciée, qui est encore un sujet différent, un peu particulier, très technique, ça fait, disons, 15 ans que les collectivités françaises s'intéressent à la gestion différenciée et l'ont mise en application peu à peu. Je connais peu d'associations qui fassent de la médiation sur la gestion différenciée dans les espaces verts publics, parce que
Parce qu'en fait, ça s'est fait, je dirais, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça s'est fait directement dans la relation entre les jardiniers des villes, qui eux-mêmes ont été les médiateurs en fait, et les usagers des parcs publics, qui ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui changeait, que tout d'un coup on fauchait par exemple, ou qu'on laissait pousser à tel endroit alors qu'avant on tondait ou je ne sais pas quoi, qu'on n'avait pas le même traitement effectivement pour toutes les parties du parc public, mais c'est par un jeu de questions-réponses avec les jardiniers municipaux bien souvent que le message sur la gestion différenciée est passé. Et pour les professionnels, ça s'est fait par le biais de colloques, de formations, etc. Je sais pas si oui, c'est effectivement pour les professionnels, ça s'est fait par toutes les revues spécialisées, puis ça a commencé comme ça dans les années 90 dans le Nord, et ça a diffusé très lentement à travers la France. Effectivement, les jardiniers municipaux, pas que les jardiniers, généralement, font comme ça cette communication auprès du public. Les premières années, ça a été assez violent, il y a eu des choses, beaucoup d'écrits. Aujourd'hui, c'est vraiment passé de mœurs. Ça dépend. Au niveau par exemple, dans le 19e, où je suis, ça c'est tout c'est très bien dosé. Mais justement, la différence là, peut-être entre Paris et la banlieue, est-ce que sur ces thématiques-là, ça dépend où. C'est très, très variable. À Montreuil, c'est parfait. Mais oui, à Stains, c'est plus difficile. Parce qu'il y a une idée que si ce n'est pas entretenu. Donc après, il y a des stratégies. On va prendre une bande de 20 cm sur le côté de l'allée. Comme ça, on va voir qu'il y a une opération qui est faite. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui estiment que si ce n'est pas... si c'est laissé pousser, c'est pas entretenu. Et le problème, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, c'est en tout cas le cas, cette sensation de non-entretenu amène le geste pas responsable qui va consister à jeter ou à... Voilà. Mais après, oui, je pense que tout service d'espace vert de ville a son lot d'anecdotes sur l'appel qui consiste à dire couper les arbres dans ma rue, ça fait des feuilles au sol, ou bien j'appelle parce que quand je vais dans mon parc, mon chien se perd dans les hautes herbes, je ne le retrouve plus. Oui, mais madame, il devrait être accroché au bout de sa lettre. Voilà, donc ça c'est le lot, mais c'est normal. Donc après, effectivement, il y a effectivement les jardiniers qui font œuvre de pédagogie ou du moins d'échange aussi, parce qu'après ça devient de l'échange. Et heureusement, il y a les gardes aussi des parcs qui peuvent faire, puis pour les plus grands parcs, c'est vrai que même quand il y a des animations nature, à une échelle départementale justement, ils sont aussi amenés à expliquer que cette gestion différenciée va amener la faune et de la flore en fonction comme ça, et donc il y a quand même une médiation qui se fait aussi à ce niveau-là. Et le discours du zéro phyto a beaucoup aidé. A été vraiment un vecteur énorme pour que les gens apprécient ou appréhendent différemment le jardin. C'est vrai que moi-même dans les jardins sauvages de Stains, ils n'utilisaient pas de produits phyto, alors c'était vraiment la proximité du jardin ouvrier, moins celle du jardin partagé où on a plus ces discours. Et ils me disaient, non, moi je n'utilise pas, je sais pas, il y a aussi des fois, on voit des gens qui vous disent ça, les pratiques sont différentes. Mais ça m'avait marqué parce que je pensais qu'il y aurait vraiment une différence entre les jardins du centre de l'agglomération, en plus qu'ils sont tenus à des engagements par rapport à ça. C'est pas d'avoir un priori comme ça. Oui, je sais, c'est vrai, c'est sûr, c'est un a priori. Mais c'est vrai qu'en plus dans cette proximité avec les jardins familiaux, où je voyais que c'était aussi ce genre de pratique, et en fait pas du tout. C'était totalement un a priori, effectivement. Ils sont pas sous dev alors du côté du terrain. Non mais je pense que le discours du zéro phyto, effectivement, plus que celui de la gestion différenciée, pour le coup, là, a été approprié par le secteur associatif. En lien avec la préservation de la biodiversité, des insectes notamment, avec l'abeille, un peu comme animal totem, qui a vraiment été un bon véhicule, entre guillemets, pour faire passer le message. Enfin, si je simplifie le discours, c'est d'utiliser les produits, vous tuez les abeilles, c'est très méchant. Mais ça marche, c'est vrai que ça a bien marché. Et ça a super bien marché, donc pourquoi s'en priver, quoi. Après, alors, parce que là, je vais me mettre dans la peau de l'ayatollah de la biodiversité. Il y a peut-être une limite, alors je ne sais pas si c'est une limite, justement parce que ces espaces doivent avoir une fonction. Et c'est vrai que parfois, en tant que justement, si on se place du côté du chercheur, du côté de la biodiversité, j'entends préservation de la biodiversité, la profusion de cette biodiversité. C'est vrai que parfois, nous, on a un peu
peut-être de remords à avoir installé des projets. Enfin, je vous donne un exemple, une friche à Villepinte, très belle friche avec une prairie non plantée, donc une prairie naturelle, très intéressante, et la ville souhaite installer un jardin partagé. Et là, nous on dit mais c'est dommage, pourquoi pas regarder en état et regarder. Voilà, bon, mais après il y a aussi la question de l'appropriation de l'espace. Et effectivement, l'humain, il a envie d'utiliser. Bon, après, peut-être, il y a aussi éventuellement une sensibilisation aux aménités déjà apportées par cette nature. Mais effectivement, l'appropriation, ça passe aussi par la mise en place de choses comme des jardins, comme des ruches. Et voilà. Oui, mais par exemple, sur cet espace, vous pourriez imaginer de conserver une petite Complètement. partie, justement, D'ailleurs, sous des marches. complètement. C'est justement, est-ce que, de toute façon, ça passe effectivement par cette espèce de vieux, tiens, on pourra installer là, mais là, est-ce qu'on ne peut pas laisser. Oui, c'est sûr. Oui. Et justement, sur ces questions d'appropriation, donc une friche, on est plutôt dans une logique d'espace ouvert, où finalement les gens peuvent traverser la zone sans... Et quand on est sur des jardins ouvriers, des jardins partagés, est-ce qu'on passe pas plus sur une privatisation de l'espace? Et qu'est-ce que ça engendre en termes d'usage, de conflit, est-ce que finalement il vaut mieux rester sur des espaces ouverts, des espaces publics? Est-ce qu'à partir du moment où on ferme ces jardins ouvriers, on est sur du privatif, ou est-ce qu'on peut rester sur des espaces publics? Comment est-ce que vous avez des réflexions, des choses à dire sur ces thématiques? Moi, on est souvent, dans le arrondissement, a comme ça beaucoup de création de jardins. Je dois avouer qu'on réclame systématiquement la création de jardins partagés ouverts au sein de ces jardins. Pourquoi? On a eu deux exemples. On a eu un jardin qui s'appelle Serge Gainsbourg, le Poissonneur des Lilas, d'autres jardins dans le 19e, des jardins ouverts où certaines bandes du quartier voulaient s'approprier le lieu. Et le fait qu'il y ait un jardin partagé a été à réguler ces habitudes ou ces bandes. C'est-à-dire que le jardin a été partagé par tous. Pas seulement le petit jardin partagé, c'est l'ensemble du jardin. Avec ce jardin partagé qui était au milieu de notre grand jardin, ça a permis de réguler comme ça les populations et de différer les usages. Et ouvert, donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ouvert, ça veut dire que le jardin partagé, il n'y a pas de clôture qui va séparer. Tout le monde pourra aller cueillir une tomate, ça ne se fait pas. Alors que d'autres jardins partagés sont totalement clos, avec quasiment des cadenas, personne ne peut rentrer. C'est vrai que dans un parc, c'est compliqué de clôturer complètement. Ça paraît... C'est pas spectacle. Oui, non, mais ça paraît compliqué quand même aussi de... Et puis, comment vous dire? Étant fermé, on est entre soi. Il n'y a pas de partage avec l'extérieur. Je vois le jardin Serge Gainsbourg, comme la porte de Lilas, les gens regardent, participent, ça fait partie intégrante du décor du jardin. Et totalement respecté. Donc aujourd'hui, on le réclame, pour qu'il y ait un usage du jardin différent qui soit la propriété de tous. Lors de visite qu'on a fait avec Jacques tout à l'heure, j'ai trouvé ça particulièrement agréable qu'on ait l'accès direct, les portes sont ouvertes. Je trouve ça beaucoup plus accueillant qu'une horaire affichée, malgré que ce soit très pratique, que certaines heures de visite sont accordées. J'imagine que pour la gestion dans une association, c'est primordial. Et je peux aussi bien frustrer à Montreuil que dans la semaine, on ne peut pas aller dans les accès de venir à pêche. Pourtant, on a envie d'y aller parce qu'on voit à travers les murs, on l'aperçoit entre les feuilles, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais on a envie d'y aller. C'est vrai que cette fermeture, c'est un espace public, mais c'est de caractère privatif tout de même. Une fois qu'il y a une horaire, l'accès est défini. Donc, même pas que pour les jardins, mais je pense que quand il y a des usages, il y a des territoires qui sont délimités. Que ça soit, on parlait tout à l'heure des usages différents de la Constitution, c'est pas n'importe où dans la friche. Après, là, il y a en plus une délimitation matérielle en fait, de la grille qui fait que potentiellement, effectivement, il y a une. De toute façon, c'est des espaces privatifs, on ne peut pas le dire autrement, même si c'est des terrains publics, de propriété publique. Je pense qu'ici, effectivement, par rapport aux associations, les permanences sont très importantes. Je pense que les associations font quand même beaucoup pour essayer de les tenir parce qu'elles savent
à quel point aussi elles s'engagent par rapport aux mairies, aux municipalités. Donc oui, de toute façon, le jardin partagé, pour ma part, sauf peut-être dans les parcs, est un espace hybride à la fois public et puis à la fois privé. Je pense que c'est aussi ce qui fait son intérêt et son charme. On ne peut pas complètement le catégoriser. Oui, moi je dirais que la friche c'est l'espace le plus privatif en fait, parce que il faut quand même avoir un certain courage pour rentrer sur une friche, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même trouver l'endroit déjà dans la palissade où vous pouvez rentrer, etc. Donc contrairement à ce qu'on pense, en fait c'est justement l'espace le plus privatif en fait dans la ville, la friche, et il est jamais non approprié. Les friches sont toujours appropriées par différents groupes. Alors on trouve, il y a des typologies qu'on retrouve un peu toujours, les taggeurs qui s'entraînent, éventuellement ce qu'on disait des usages transgressifs autour du deal de la prostitution, il peut y avoir des SDF qui dorment, il y a les nourrisseurs de chats, les nourrisseuses en l'occurrence bien souvent. Voilà, il y a un peu toute cette typologie qu'on retrouve sur les friches, et quand justement, je pense à des groupes par exemple d'habitants qui ont comment dire, transformé des friches en jardins partagés en situation de squat au départ, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de convention encore avec la ville. Je pensais à ce qui s'est passé pour le jardin solidaire dans le 20e. La première chose que vous avez à faire, c'est de négocier le terrain avec les usagers de la friche. Donc, quand il y a un usage qui se met en place et qui est sous convention avec la ville, que ce soit la pétanque, que ce soit le jardin ou autre chose, alors là, pour le coup, justement, ça permet au public d'accéder à la friche. Donc c'est justement cet usage autorisé et encadré, etc., qui va permettre au public d'accéder au terrain. Alors après, la gestion par une association, elle repose sur le bénévolat et sur les disponibilités. C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends la frustration du public qui voudrait rentrer toute la semaine, tous les jours, etc. Et j'ai envie de dire, en fait, idéalement, il faudrait que vous adhériez à l'association et que vous-même vous proposiez des créneaux de présence. Voilà, plus l'association a de membres et de membres disponibles à différents moments de la journée, de la semaine, etc. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, tout le monde adore les retraités parce que le retraité est disponible en semaine et en journée. Donc public très prisé dans le secteur associatif. Parce que sinon, si vous n'avez que des actifs, le jardin est ouvert en fin de journée et le week-end, quoi. Donc effectivement, ça c'est une limite à l'exercice. Alors après, l'inscription des jardins partagés dans les parcs publics, les gens ont un rapport ambivalent par rapport à ça. Voilà, c'est-à-dire que pour certains, ils ont l'impression d'être un peu dans un zoo et de contribuer à l'animation du lieu, et c'est pas toujours évident parce qu'ils cherchent dans le jardin un lieu où ils aimeraient bien être tranquilles, et en fait, il y a le public qui passe, qui leur pose des questions, voilà. Et au contraire, il y a d'autres personnes qui trouvent ça super, c'est-à-dire justement cette dimension dialogue, lien social, que ça amuse, quoi. Enfin vraiment qui aiment bien ça et qui trouvent ça super, parce qu'en fait, ça jamais qu'ils vont rencontrer quand ils vont jardiner dans leur jardin. Potentiellement, ils peuvent tomber sur des Coréens comme sur leurs voisins d'à côté, quoi. Donc moi je crois que c'est très très bien. Enfin, on a une typologie d'implantation des jardins partagés en Île-de-France qui est assez variée maintenant. Et je crois que c'est bien, ça ouvre en fait les potentialités de rencontre, on va dire, et de lien social. Ouais. Souvent les jardins partagés ou familiaux dans les parcs sont en bordure. Donc déjà, en tout cas, ça fait aussi, c'est pas anodin, parce que ça délimite aussi un espace. C'est vrai qu'en fait c'est très variable, parce qu'il y a des endroits où ça marche très bien, enfin ça marche très bien, il n'y a pas de résistance des jardiniers, au contraire, même ils participent vraiment à l'animation aussi, même du parc. Il y a énormément nous on a l'exemple sur Montreuil-Bagnolet, où il y a énormément de circulation entre justement l'association qui est chargée aussi de coordonner ces jardins, l'animateur du parc, les jardiniers eux-mêmes. Après, finalement, le parc est aussi une sorte de jardin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un... Déjà, il y a des gens qui font du parc leur fond de jardin. Concrètement, il y a des gens qui plantent dans les parcs, parfois des choses qui se fument. Mais voilà, mais pas que. Il y a des gens qui plantent de manière tout à fait illicite, parce qu'on n'a pas le droit de planter dans les parcs, mais qui plantent, qui ont leur jardin. Mais il y a aussi des gens qui cueillent. Il y a beaucoup de gens qui cueillent, qui ont des pratiques de cueillette. Du plantain, mais pas que. Donc le jardin lui-même est un lieu, enfin le parc justement, le lapsus,
Le parc lui-même le parc public est lui-même un espèce de jardin. Et du coup, ça aussi lieu, ça mène à des rencontres. Donc, comme disait Laurence, c'est à la limite, tant mieux. C'est une démultiplication des possibilités de rencontres. Même s'il peut y avoir des frictions, il y a aussi des capacités d'échange et d'apprentissage sur ces terrains-là. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Sinon, je continue. Je vais juste rebondir sur le fait qu'on plante. Je suis ravie d'apprendre qu'on plante dans un parc public. Parce que la grande différence que je vois entre les jardins partagés et un parc conçu par un architecte, un paysagiste ou un technicien, c'est que, en fait, entre le moment où on conçoit un jardin, la première idée et qu'on réalise, il va se passer facilement 4-5 ans. L'idée va être figée, on va passer les bureaux de contrôle, des allers-retours avec les élus, le projet va être très épuré, donc on va planter ici et pas là. Et donc, contrairement à ça, un jardin partagé est très vivant, chacun apporte son côté, ce qu'il imaginerait dans ce jardin, et c'est le reflet du présent. Il n'y a pas de décalage en fait. J'ai envie de planter, je plante tout de suite. Je suis tout de suite acteur, je ne suis pas spectateur, contrairement à dans un parc. Je vais regarder comme un spectacle, comme une exposition. Donc c'est vraiment une diversité et une spontanéité qu'on voit dans les jardins partagés et qu'on plante. Enfin, moi, je suis vraiment ravie qu'on diversifie le projet qui était maturé, mais figé à un moment donné. Tu vas peut-être en dire plus. Je ne savais pas qu'on plantait dans un parc. Ah, tout à fait, c'est interdit complètement. Donc ça se fait comme ça. Voilà, c'est ce que Paris. Et qu'est-ce qu'on fait quand on plante quelque chose? Qu'est-ce que les jardiniers font? Ils vont répertorier, remettre... généralement, on le laisse. Maintenant. Oui. Et il y a 10 ans, 5 ans. Il y a 10 ans, on l'arrache. Oui. Aujourd'hui, on le laisse. Oui, concrètement, oui. Sauf évidemment si c'est des plantations effectivement illicites. Là, on enlève. Mais sinon, on laisse. Après, il y a plein d'usages, donc... Ça s'appelle aussi à la question des usages dans les parcs, le barbecue. Enfin voilà, ça relève un peu du même voilà. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué quand on est un peu de l'autre côté de la barrière, où on est un peu en espèce de censeur. Et bon, qu'est-ce qu'on fait Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chemin qui est fait sur ces questions-là. Après, l'implantation aussi des jardins pédagogiques a fait beaucoup aussi. Dans les parcs, les jardins pédagogiques sont assez actifs, souvent justement en lien avec les jardins familiaux partagés qui sont alentours. Ils font des coutures en commune, enfin voilà, il y a de l'échange de bons procédés qui amène aussi à... Il y a quelque chose qui a beaucoup changé aussi, c'est l'aspect des écoles, des crèches, du corps enseignant, avec les jardins pédagogiques dans le 19e sur à peu près une centaine d'établissements. Il y en a à peu près 50, la moitié, qui ont des jardins pédagogiques et qui fonctionnent plutôt bien. Ah oui, c'est certain. Vraiment, c'est un grand changement par rapport à 10 ans. Une question concernait la typologie des personnes qui font les jardins. Parce que je fréquente un jardin dans le 20e. J'ai essayé de le créer au pied de mon immeuble. Il n'y avait aucun intérêt de la part de l'association de locataires. Et donc, du coup, quand je suis allée dans ce jardin, qui est au milieu de toits HLM, et il est géré par des jeunes femmes et des femmes plus âgées et quelques enfants, voilà, ils m'ont dit, Esther, toi, viens avec nous, parce que les styles de personnes qui sont chez toi, ce ne sont pas des styles de jardiniers. Donc, parce que nous avons plein de problèmes, j'habite dans un ILM, et donc du coup, on est toujours, cette association amicale de locataires est toujours pour essayer de régler les problèmes, mais pas pour créer quelque chose de positif. Et voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez jamais étudié, entre guillemets, la typologie des gens qui fréquentent, enfin qui sont dans les jardins, qui font du jardin? Alors, pour ce qui concerne l'activité de grains de jardin, ces dernières années, on a beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux, dans Paris et en dehors de Paris. Et donc, on travaille beaucoup sur la question de la mobilisation, notamment dans les immeubles de logements sociaux, parce que spontanément, les locataires ont tendance à penser que c'est pas possible, justement, que
leur immeuble cumule tellement de problèmes, etc., que jamais on n'arrivera à mettre en place un projet, c'est voué à l'échec, il y aura du vandalisme, etc. C'est ce que j'entends souvent quand on démarre les projets. Donc c'est peut-être aussi un des freins, je ne sais pas, dans votre immeuble. L'autre chose, c'est le positionnement des amicales des locataires. Au moins dans la moitié des cas, elles sont hostiles au projet au démarrage, parce qu'elles considèrent que il y a d'autres problèmes plus importants à régler que le jardin. C'est-à-dire qu'il y a les parkings, il y a les ascenseurs, il y a je ne sais pas quoi, et qu'en gros, le jardin, c'est pas prioritaire. Voilà. Donc, il faut arriver à les convaincre qu'en fait, faire le jardin ne va pas régler les problèmes de parking, de cave, d'appropriation des halls, etc. Ça, c'est sûr. Mais le jardin peut quand même créer du lien justement entre les locataires, changer un peu l'appropriation des parties communes, etc. Et que ça n'empêche pas de continuer le dialogue avec le bailleur sur les autres problèmes. Et ça prend un peu de temps, mais on a quand même réussi sur certains sites à convaincre les amicales et à leur faire changer d'avis au fur et à mesure qu'on menait la mission pour mettre en place le projet de jardin. C'est-à-dire qu'elles sortent uniquement du rapport conflictuel et du rapport de force avec le bailleur, qu'elles puissent aussi s'investir dans des projets effectivement plus constructifs, on va dire, ce qu'elles ont du mal à faire parfois parce que le dialogue est tellement bloqué. Voilà, il y a des motifs aussi, hein, je veux dire, sur certains sites, vraiment. C'est des vrais motifs. Voilà, effectivement, il y a des vrais gros problèmes qui ne sont pas réglés depuis longtemps, etc. Donc, du coup, elles ont du mal à se dire on va être dans un rapport partenarial avec le bailleur. C'est ça qu'elles ont du mal à opérer comme changement. Et bien souvent, en fait, nous, on crée une association spécifique pour la gestion du jardin. C'est-à-dire que l'amicale, c'est un partenaire sur lequel on s'appuie, et c'est pas l'amicale qui est gestionnaire, en fait, in fine, du jardin. C'est trop compliqué. En plus, l'amicale, elle est statutairement dans un rôle de représentation des locataires. Enfin, des locataires qui adhèrent à cette amicale, parce que parfois on a plusieurs amicales sur le même site et elles ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Et donc les locataires qui ne se reconnaissent pas dans le positionnement de l'amicale, du coup, n'ont pas envie non plus de participer au projet de jardin parce qu'elles ont l'impression d'adhérer à l'amicale en participant au jardin. Or, elles ne sont pas toujours d'accord avec les positions des représentants de l'amicale. Donc pour nous, c'est plus simple de monter une association de jardiniers qui s'occupe du projet de jardin. Voilà. C'est la même. Ben voilà. En résumé. Et tout ça, ça prend un an et demi. Et par contre, ma question était aussi plus pointue par rapport à comment est née la personne qui s'occupe des jardins. Mais alors là, la typologie, ouais, c'est ça. Vous voyez quelque chose en commun, je ne sais pas moi, parce que si je le trouve là, ils ne sont pas très grands avec une barbe, on les achète en jardinerie. Ouais, ils sont intimidés. C'est très variable en fait, parce que c'est très compliqué de répondre et ça dépend aussi. Il y a des projets qui sont longs à démarrer avec un public qu'on ne croirait peut-être pas forcément très investi, et puis finalement, au final, oui. Donc c'est vraiment, en Seine-Saint-Denis, on le voit vraiment avec des zones géographiques bien identifiées. Enfin, voilà, on va avoir la frange, on va dire, est, sud-est, évidemment des jardins qui marchent très bien, Montreuil, Bagnolet, avec des populations issues de milieux assez aisés, mais on va aussi avoir des jardins dans des zones plus à l'ouest, où on va avoir des populations beaucoup plus mixtes, ne nous cachons pas les choses, d'origine beaucoup plus variée, et ça va très bien marcher. On peut prendre par exemple, à Montreuil aussi, la dalle des femmes maliennes, qui est un grand jardin partagé. Voilà, le nom est dans le titre. C'est vraiment, ça peut être vraiment à la fois des profils très différents avec des motivations, je crois, très différentes. Et c'est vrai que Laurence disait que ça peut être plus long quand il y a des frictions, mais pour autant, c'est pas parce que c'est plus long à mettre en place que ça marche pas au bout du compte. Et la dernière chose, je suis italienne, donc en Italie, Slow Food, ça fait plusieurs années qu'il organise c'est pas qu'il organise, il a un projet, après ça dépend localement. Dans les écoles, il y a des potagers depuis très longtemps, après ça dépend où vous habitez. Et est-ce qu'en France ça se fait, ou justement, moi je fréquente les jardins passagers à la Villette, je vois plutôt que les écoliers sortent de chez eux et vont jardiner dans un jardin qui reste pédagogique. Mais il n'est pas chez eux dans leur... Oui, ce que j'ai dit. Il y a les deux en fait, il y a des potagers scolaires qui sont véritablement dans le périmètre de l'école. Dans ce quartier, par exemple, il y a plusieurs écoles qui ont des potagers scolaires, ouais.
Et puis l'idée c'est aussi de sortir un peu les enfants de l'école, et on a de plus en plus de mal à le faire quand même, il faut le dire. Mais quand même ça se fait, donc avec des équipes enseignantes qui sont volontaires pour ça et qui effectivement amènent des classes dans les parcs publics où il y a des jardins partagés ou dans des jardins partagés qui sont sur des terrains autonomes. Donc il y a des potagers scolaires dans l'école et à tout niveau, entre crèche, école primaire, collège. Au-delà du collège, non. Enfin, je ne connais pas d'expérience. Il y a aussi l'idée de revaloriser les espaces extérieurs des établissements, sur des établissements qui jusqu'à présent, alors bon c'est peut-être plus vrai en zone périurbaine, il y a plus d'espace aussi sur les établissements, évidemment en entourage d'établissements, où il y avait des cours très bétonnés, ou avec un enrobé au sol et éventuellement un haut de platage bien sec. On a un peu fait sauter tout ça et il y a des programmes de jardin pédagogique, de potager pédagogique, et il y a même aujourd'hui des programmes qui consistent à aller observer la biodiversité sur les sites des collèges ou des écoles, avec un programme dédié du muséum qui s'appelle Viginature École, qui consiste à inventorier ou à suivre les populations de la faune et de la flore dans l'établissement. Donc, qui sont aussi amenés et favorisés par justement l'implantation de jardins pédagogiques éventuellement. On est quand même au début de ce travail de participation des écoles avec les jardins publics. Effectivement, il y a quelques jardins pédagogiques dans les parcs, comme au parc Montsouris, comme dans le 19e également. Mais effectivement, au même titre que la charte des jardins partagés, la petite charte main verte existe pour les écoles. Donc il y a aussi là un vrai encadrement, un accompagnement, effectivement, qu'on est plus à ses balbutiements, mais il y a quand même un mouvement qui est vraiment en marche. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Une question à Laurence. Quelle est la réalité et en fait, est-ce qu'il y a des associations qui se mettent dans l'idée de vaincre les estime quelle est l'effervescence de ce mouvement à Paris intramuros? Alors pour l'instant, on le voit beaucoup sur l'aspect arboriculture fruitière. Qu'est-ce que c'est ? Avec Verger d'Urbain. Alors Incredible Edible, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre, qui consiste en fait à faire pousser des végétaux comestibles dans la ville, offerts à tous. Donc l'idée c'est que les gens récoltent, ils passent, il y a des tomates cerises sur la rue et elles sont mûres et vous avez envie d'en manger, vous les récoltez, il y a marqué servez-vous, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que vous êtes en train de priver quelqu'un de sa récolte. C'est vraiment planté pour que le grand public en profite. Donc là, il y a un mouvement qui se dessine alors, dans Paris et autour de Paris avec Verger d'Urbain sur l'arboriculture fruitière, ça c'est sûr, qui est porté par le tissu associatif, mais qui est aussi porté par des collectivités autour de Verger collectif. Sur la dimension plantes potagères, un peu moins, mais ça commence à se faire. Il y avait une initiative d'EcoBox qui avait planté sur rue justement des tomates, des choses comme ça. Donc il y a quelques initiatives. C'est moins développé que dans d'autres régions. On a des collègues, par exemple en Midi-Pyrénées ou en Alsace, qui ont des collectifs plus forts, on va dire, autour de ça. Sur Nantes aussi, bon, c'est la ville de Nantes, là c'est le service espace vert, avec les stations gourmandes, qui a toute une politique autour, justement, là aussi du fruitier en ville, mais vraiment avec un espace convivial. Il y a des tables aménagées à côté des fruitiers, c'est des petits fruitiers, des arbres, ouais, voilà. Donc c'est vraiment fait pour que vous vous posiez là, vous consommez, et vous pouvez rencontrer des gens, etc. Et donc voilà, mais c'est en train de prendre et je pense que ça va se faire, et c'est lié aussi au mouvement de la transition, les incroyables comestibles, donc l'idée de la relocalisation en fait, de la production, et je pense que les réseaux sont en train de se croiser, de s'hybrider, on va dire, par rapport à ça. Ouais. C'est une spécialité française. Oui. C'est vrai que les identités, ça s'est quand même beaucoup développé. Puis c'est vrai que ça commence quand même à être vraiment réfléchi au niveau municipal, et malgré tous les problèmes qu'on peut imaginer, avec toutes les résistances aussi de la mairie sur oui, mais voilà, si on mise dessus, ça si ça tombe, que ce soit... Mais ça commence à faire son chemin. Dans le quartier du Bois-Belleville, on doit créer un jardin avec à peu près une trentaine d'arbres fruitiers. À Gessin, c'est pareil. Ils ont...
Les entreprises aussi s'y mettent, hein. Il y a des entreprises qui se lancent dans la création de ce qu'on appelle des open bergers, des choses comme ça, des projets pour l'usage des salariés, c'est pas, mais enfin, c'est quand même du collectif. Et c'est pas mal aussi quand les entreprises s'y mettent. Bien sûr, pour faire du foncier aussi. Oui. Mais ça fait également partie de la feuille de route de Colombe Brossel, qui est l'élu chargé des espaces verts de mairie de Paris. Et ça fait partie de la feuille de route que lui a donnée Anne Gallo pour mettre des arbres fruitiers en ville. À côté des bergers. C'est récent. Je les tape sur les poules. Et justement. Et justement, cette évolution, est-ce que, est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que c'est effectivement une demande sociale qui a évolué? Est-ce que c'est une volonté des villes pour être plus attractives? D'où vient cette évolution, ce changement? C'est parallèle, ça va ensemble, ça s'attire, ça se repousse. Tout se construit, je pense, un petit peu en parallèle. Sur la question des impôts comestibles, c'est ça, par rapport à ça, à la ville, les enjeux, comment dire, le questionnement autour de la souveraineté alimentaire des villes, l'autonomie alimentaire des villes, il est vraiment né pour moi de la question de la transition énergétique, c'est-à-dire la prise de conscience du renchérissement des coûts du pétrole liés au pic de production et au fait que peu à peu l'approvisionnement des villes serait de plus en plus coûteux en fait. Donc il fallait relocaliser la production alimentaire et donner plus d'autonomie, puisque une ville comme Paris a 3 jours d'autonomie alimentaire, ce qui est très très peu. Et effectivement, cette prise de conscience-là, elle s'est déclinée de manière opérationnelle, si je puis dire, dans différents types de projets qui sont à la fois autour, on l'a dit, de l'arboriculture fruitière, autour de la production alimentaire de manière générale, donc avec le redéveloppement du jardinage et de l'horticulture en ville, que ce soit sur le côté amateur, mais aussi maintenant de plus en plus sur le côté professionnel. L'année dernière, la ville de Paris a lancé un appel à projet qui s'appelle Innovation, végétalisation innovante, et qui a retenu, je crois, une trentaine de projets, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et qui sont pour partie des projets d'agriculture professionnelle, notamment de maraîchage, mais pas uniquement, production de champignons, de fraises, production horticole au sens large aussi. Et voilà, et donc là on est bien sur l'approvisionnement effectivement des circuits courts, donc on est sur cette question de l'économie circulaire. Voilà, donc ça procède pour moi de cette réflexion-là. Maintenant, d'autres choses, donc ça vient des ONG, ça vient plutôt de la société civile. On a des élus qui, pour un certain nombre, sont sensibles à ces questions-là. On a des chercheurs qui poussent aussi dans ce sens-là. Paris va accueillir la COP21 l'année prochaine sur la conférence climat. Donc il y a aussi toute cette réflexion d'adaptation des villes au changement climatique, et les végétaux évidemment sont un levier pour lutter contre l'îlot de chaleur. Et on a aussi l'enjeu de la biodiversité. Donc en fait, en tenant la biodiversité, l'adaptation au changement climatique et la production alimentaire, on s'aperçoit que ça commence à avoir une certaine cohérence. Et le lien social. Et en même temps, on est sur des fonctions de lien social, des fonctions de loisirs, récréatives, artistiques, culturelles. Et donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui est en train de se nouer, qui fait que le végétal est très, très important. Et en même temps, il faut quand même souligner un paradoxe, c'est que les Verts, qui ont été pendant longtemps le parti politique qui était le plus proche de ces questions-là, parce qu'on parlait justement de l'intérêt des politiques pour ces questions, et notamment pour la nature urbaine, n'ont pas voulu reprendre la délégation Espace Vert, qu'ils ont gérée depuis qu'ils étaient arrivés aux commandes avec Bertrand Delanoë en 2001. C'est très intéressant pour nous de voir que ce parti qui a géré cette délégation, en tout cas pour Paris, n'a pas souhaité se repositionner sur la question de la nature en ville. Voilà. Alors qu'elle n'a jamais été aussi prégnante et jamais aussi cohérente d'une certaine façon. Aujourd'hui, on peut vraiment mettre bout à bout tout ce qu'on vient de dire. Là, c'est quand même très intéressant, par exemple, pour moi, à observer. Et est-ce qu'ils ont expliqué, on sait le pourquoi, ils ont dit le pourquoi de non? Non, pas publiquement. Moi, j'ai eu un peu des versions, parce que j'ai posé la question, je me demandais, c'est quand même très très étonnant. Et je sais que ça n'a pas fait consensus. Il y a des gens qui ont considéré que c'était quand même assez incroyable que justement personne ne reprenne la délégation. Et je crois que même les socialistes en ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à récupérer la délégation Espace Vert.
Et j'ai l'impression qu'en fait, ils considèrent que c'est un enjeu mineur et qu'aujourd'hui, comme ils se sont renforcés dans l'exécutif municipal, ils peuvent prétendre à d'autres délégations, comme la délégation transport par exemple, qui leur paraît être une délégation plus importante et peut-être plus noble aussi d'une certaine manière. Parce qu'avec les espaces verts, on est dans les enjeux du quotidien d'une certaine façon et peut-être ils ont l'impression de moins briller en gérant ces questions-là. Or, moi, je pense qu'elles sont centrales, enfin, je veux dire, et plus que jamais pour nos collectivités, enfin pour la ville de demain. Je veux dire, si la ville de demain reste vivable, ce sera en partie parce que justement, il y aura des espaces végétalisés pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Et c'est assez étonnant cet aveuglement. Enfin, je veux dire, pour moi... Oui, alors là vraiment ils pouvaient se valoriser d'une certaine façon et porter des sujets forts. Et c'est à ce moment-là qu'ils lâchent la délégation. Enfin, voilà, c'est une réflexion politique qui je trouve intéressante. Surtout qu'ils ont quand même beaucoup œuvré, des jardins partagés, on voit bien au niveau local, c'était quand même... Mais ça donne le sentiment d'aboutir à quelque chose et maintenant de se bloquer pour autre chose. Oui, mais c'est vrai que peut-être ça aurait été intéressant. Alors ma question serait, est-ce qu'il y a une différence entre ville et banlieue dans en fait, la considération des espaces verts, en sachant que la banlieue, c'est pas une banlieue, mais que différentes banlieues ont différentes particularités sans doute, et que parfois il doit y avoir une certaine continuité entre certains quartiers et la banlieue et peut-être moins avec d'autres. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Une question qui est difficile. Je sais pas si c'est la banlieue qui fait la caractérisation de l'espace vert ou la population. Enfin, parce que bon, la Seine-Saint-Denis c'est de la ville. Bon, je prends toujours l'exemple que je connais, hein, parce que la Seine-Saint-Denis c'est de la ville. C'est de la ville, c'est de la vraie ville. Il y a aussi des espaces plus naturels, enfin, c'est le terme, mais moins denses que Paris, mais il y a des zones très denses. Et j'ai plus la... Enfin, après, c'est vraiment sous réserve, mais Paris, c'est de la ville aussi, et pourtant, j'ai l'impression que dans beaucoup de quartiers de Paris, il y a une perception qui est quand même plus valorisée de l'espace vert, quel qu'il soit, de la nature en ville, on va dire, plutôt que... ce qui n'est pas le cas dans Seine-Saint-Denis, pas dans toute la Seine-Saint-Denis, mais dans certaines villes de Seine-Saint-Denis. Alors, je me demande si c'est vraiment la ville, enfin, la banlieue, c'est de la ville. Donc, est-ce que c'est une question de niveau de vie? Je pense que oui. Il y a vraiment, c'est corrélé à un niveau de vie, à un niveau de revenu. Je sais pas. Moi, c'est mon sentiment. Moi, je travaille beaucoup en dehors de Paris. La banlieue, c'est très divers, c'est-à-dire que sociologiquement, il y a des banlieues très riches et il y a des banlieues très pauvres. Il y a des poches de pauvreté dans Paris intramuros. On vient d'avoir la nouvelle géographie de la politique de la ville. Il y a certains quartiers de Paris qui restent dans les contrats de ville, donc l'aide de l'État pour les quartiers défavorisés. C'est pas la séparation n'est pas si nette que ça entre la banlieue et Paris. Dans le rapport aux espaces verts, alors là, c'est comment dire, faut regarder vraiment quartier par quartier et la typologie de ces espaces, parce que entre le parc départemental de la Courneuve et un petit jardin public de quartier, voilà, le rapport est évidemment pas du tout le même à ces espaces-là, donc il faudrait vraiment regarder au cas par cas. Moi, je ne sais pas faire une réponse là globale. Ah oui, non, je pense que c'est juste pas possible. Enfin, il n'y a pas de l'historique, la durée d'implantation des gens, c'est vraiment très variable. Selon justement si on est installé sur le territoire depuis longtemps, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a une thèse qui a été malheureusement pas terminée sur la perception de la nature. Justement en Seine-Saint-Denis, c'était une étudiante qui travaillait en ethno et en sciences de la conservation. Et non, d'ailleurs, c'était un autre projet. Et en fait, elle a interrogé tout un tas de gens, alors elle faisait beaucoup sur Saint-Denis. Et en fait, il y a énormément de perceptions différentes. C'est juste... Enfin voilà, il y a des chercheurs qui font des classifications sur cette relation, il y a un certain nombre de typologies avec 7 ou 8 relations à la nature. On peut avoir... oui, mais du coup, c'est une réponse unique. En tout cas, une dichotomie banlieue-ville,
me semble pas... enfin, difficilement cernable en tout cas. Moi j'ai une question. En fait, là, on voit dans ce quartier, il y a les espaces verts, enfin les jardins partagés. D'ici 6 mois, on arrive au bout. C'est-à-dire qu'il y a du béton qui va se remettre à la place. Et donc, bon, je pense que ça va être par la même chose dans le 19e, ou dans Paris, à terme, tous les espaces qui sont précairement passés pour ça vont disparaître. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire, c'est surtout ça. Comment l'État, enfin la ville, est-ce qu'à un moment donné, ils vont décider de démolir des immeubles et de ne pas reconstruire dessus et redonner des espaces de végétalisation, comme il peut y avoir dans des villes de Berlin où c'est colossal, énormément de terrain. Et est-ce qu'on est confronté à la bétonneuse et à dire c'est fini, on ne peut plus planter une marguerite, ou qu'est-ce qu'il y a comme perspective derrière, quoi? Parce que c'est bien beau de faire la balade des jardins partagés dans Paris, mais ils sont tous condamnés, puisqu'ils sont précaires. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça va être quoi, la végétalisation dans 15 ans dans la capitale? La réponse pour le 19e, elle est à la fois, le jardin peut être itinérant. Ce qui signifie, par exemple, on va bâtir une crèche à la place de ce jardin partagé. Ce jardin partagé, on va trouver une autre surface dans l'arrondissement. Jusqu'au moment où on va pouvoir fixer les choses. S'il y a un programme où on va établir, pour tout un pâté de maison, on va établir une EHPAD et une crèche, entre les deux, on mettra cette même surface de jardin partagé. C'est prévu dans l'aménagement. Oui, mais le béton, il a gagné quand même à un moment donné. Non, dans la démolition, enfin là pour Primet-Thionville, la surface, elle sera identique à ce qu'elle a été auparavant. Je parlais par exemple d'un quartier comme celui-ci, où on arrive en fin de programme d'urbanisation. Où là, d'ici 3 mois, il n'y a plus un seul espace qui va être passé aux associations. Et il ne va plus y avoir de dents creuses, d'espace comme ça. Est-ce qu'il va falloir attendre qu'ils remettent un programme dans 3 ans parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a des immeubles qu'il faut redémolir? Ou voilà, c'est ça la question, quoi. Est-ce que la prochaine vague de jardin partagé dans la Goutte d'Or est programmée dans 5 ans quand ils vont décider qu'un immeuble est insalubre? En fait, comment dire, dans le cadre du programme Main Verte, ce qui a été pensé, c'est ce que disait Philippe, depuis 11 ans qu'il existe, c'est l'idée que certains jardins qui sont sur des friches constructibles et sur lesquels on connaît un projet d'urbanisme, au moment où le jardin s'installe, c'est-à-dire que l'association est informée du fait qu'elle va devoir déménager à échéance de 3 ans, 4 ans, etc., parce qu'il y a tel projet d'urbanisme. Le contrat moral, entre guillemets, qui est passé avec la mairie d'arrondissement, c'est que les élus essayent de retrouver un terrain à proximité pour relocaliser l'association, d'autant plus si le projet a bien marché, c'est-à-dire l'association a démontré qu'elle était capable de gérer un terrain, de mobiliser, etc. Et donc ça vaut le coup de faire l'effort de lui trouver un autre terrain. Certains jardins ont itinéré comme ça sur plusieurs sites. Pour certains, ils ont itinéré une seule fois, on va dire, ce qui est déjà compliqué, parce que concrètement, ça veut dire que vraiment on démolit, on détruit un jardin et qu'on le recrée ailleurs. Avec aussi la mise en jauge de plantes, certaines sont chez des nourriciers ou nourricières pendant 1 an ou 2, enfin, c'est quand même, ça donne quelque chose d'assez rock'n'roll, mais enfin bon. Donc ça, c'est au mieux, on va dire. Dans le cadre de la Goutte d'Or, je dirais que la Goutte d'Or, elle est prise là dans les politiques de densification, et effectivement, je crains ce qui peut se mettre en place là sur la mandature qui démarre, avec cette idée vertueuse que j'ai soutenue en tant que militante environnementaliste, c'est-à-dire densifier la ville pour éviter la consommation des espaces agricoles en périurbain. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des limites à ça, et qui sont ces limites, c'est entre autres celles du cadre de vie, et justement d'une surdensification de la ville, et d'une ville comme Paris qui est déjà très dense, et d'un quartier comme la Goutte d'Or qui est déjà très minéral, par exemple, mais c'est pareil pour le quartier de la Chapelle à côté, on est à moins d'1 mètre carré d'espace vert par habitant. Donc
la fin de l'opération de réhabilitation et de lutte contre l'insalubrité dans la Goutte d'Or, effectivement, elle va refermer peu à peu toutes les friches. C'est un peu plus que 3 mois, mais elles vont disparaître, ça c'est sûr. Pour la Goutte Verte, par exemple, ils vont être relocalisés dans la rue Richomme, a priori de manière pérenne, parce que la friche de la rue Richomme ne sera pas construite. Donc, ils en seront à leur 5e terrain, si je ne dis pas de bêtises, pour cette association. Et ils ont effectivement un espace aussi dans le square Bachung, avec, bien sûr, une marge d'aménagement qui n'est pas du tout celle qu'ils avaient sur leur terrain de la rue Cavé. Mais pour d'autres, effectivement, il n'y a pas de mesure véritablement de remplacement. Pour d'autres associations du quartier, je pense à la Table Ouverte, la Grande Friche qui est rue Léon, pour l'instant, je ne vois pas d'autres terrains se dessiner. Donc je dirais que si on veut vraiment que les choses changent, il va falloir une mobilisation forte des Parisiennes et des Parisiens au moment de la révision du PLU, qui commence là, tout de suite à la rentrée du plan local d'urbanisme de Paris, pour faire entendre que justement les espaces verts, c'est pas uniquement pour les bobos, parce que ce qu'on nous répond politiquement aujourd'hui, et l'argument, enfin je veux dire, ça a été à la confrontation quand même presque physique sur certains terrains, je pense au Jardin des Halles par exemple, là, avec des associations comme Droit au logement, qui font valoir que les espaces verts c'est bien, mais qu'il faut d'abord mettre un toit sur la tête des gens, et que en gros, nos problématiques de cadre de vie, c'est des problématiques bourgeoises, de classe moyenne et classe moyenne aisée, qui contribuons à chasser par la gentrification les classes les plus populaires, et que la chose la plus importante, c'est de construire du logement social, et ce qui est le discours d'Anne Hidalgo aussi. Hein. Et donc nous, on va très vite rentrer en conflit là. Enfin moi, je veux dire, j'ai aucun doute là-dessus. À un moment, il va falloir effectivement faire entendre qu'au contraire, l'envahissement du cadre de vie, c'est une mesure de justice sociale. Et que plus en fait on est pauvre, moins on a le choix de son cadre de vie et moins on a accès aux espaces verts. Parce que ça aussi c'est démontré sur le plan sociologique. C'est pas pour rien que quand vous rentrez dans une agence immobilière, si on vous loue un appartement avec une vue simplement sur le jardin, sans même la jouissance du jardin, c'est déjà plus cher. Donc permettre à des gens qui sont dans les quartiers populaires d'avoir accès à un jardin, c'est pour moi une mesure de justice sociale. C'est pas du tout la vision qu'ont les politiques qui sont aujourd'hui à la tête de la ville de Paris. Donc on a vraiment ce message-là à faire passer, je ne sais pas si on y arrivera, on aura vraiment besoin d'un appui fort des habitants pour faire passer ce message-là. Voilà. Sur beaucoup de choses qui donnent à réfléchir, il y a aussi tout ce qui est en termes de perspective de recherche, on est encore très très loin, mais vraiment par rapport au projet, il y a dans la ville de demain, il y a la question des toitures. Comment faire des toitures un vrai espace vert, avec pas seulement un substrat de pouzzolane et 2-3 sédums dessus qui sont actuellement la majorité des toitures végétales, mais il y a beaucoup d'expérimentations qui sont menées aujourd'hui. Alors, on en est quelle expérimentation? Attention, je ne dis pas que demain c'est bon, dans le 18e il y aura des toitures végétalisées, parce qu'il y a la question de l'importance, il y a la question de l'arrosage, il y a la question de la jouissance de ces toitures, qui si elles sont parfois magnifiques, fort belles, peuvent être fermées. Bon, mais il y a ça, il y a la question effectivement de la question de la densification, il y a beaucoup de projets d'urbanisme qui consistent à remettre un étage au-dessus d'immeubles qui existent. Bon, tout ça c'est des choses qui sont en gestation, en réflexion, mais cette question de la végétalisation des bâtiments, elle est importante. Les murs végétalisés, au-delà de l'anecdotique, c'est aussi important. Alors attention, quel mur végétalisé? Pas un mur, enfin pas, disons, préférentiellement pas un mur avec des essences importées depuis le bout du monde, qui vont coûter très cher à l'importation, à l'achat, avec un système d'arrosage automatique jour et nuit, qui consiste à faire en sorte qu'elle ne crève pas au soleil. Mais donc voilà, il y a cette question, il y a quand même des perspectives de ce côté-là et du côté aussi des toitures qui sont quand même vraiment une source de réflexion intéressante pour l'avenir, notamment dans les villes très lentes, parce que les îlots de chaleur, on le sait, les toitures végétalisées limitent l'îlot de chaleur de l'urbain. Bon, mais là on en est vraiment effectivement, ces toitures, elles s'inscrivent exactement dans ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire tous les axes qui se croisent, la végétation participative, les îlots de chaleur, et les grandes surfaces mobilisables qui peuvent rester, parce qu'il n'y en a plus. Et je pense que les friches, effectivement, les jardins partagés sur les friches, à moins, en fait, uniquement les friches qui sont inconstructibles, il n'y en aura plus, on voit bien que ça se densifie, ou alors on va systématiser sur des temporalités courtes, c'est-à-dire qu'on a un projet mais dans 2 ans, donc là on vous installe et on vous déplace. Et je pense que vraiment les lieux de développement pour les jardins, c'est les lieux des bailleurs sociaux. C'est vraiment là en fait où on a le plus gros potentiel
et les lieux pérennes, c'est-à-dire que bon, on voit bien que les créations de parcs, on n'en fait pas tous les jours, hein, et on a fait, pendant 100 ans, on n'en a pas eu quasiment, donc, mais maintenant, dès qu'on crée un nouveau parc public, on a un jardin dedans, avec cette question aussi qui peut se faire, on disait tout à l'heure, de l'intime, hein, on voit bien qu'il y a aussi un rapport, on a aussi envie de l'intime, cette ouverture absolue, elle peut être problématique, mais je pense que c'est vraiment ça, enfin, les logements, après, c'est pour ça qu'on voit aussi fleurir toutes ces initiatives donc dans les espaces privés, je pense, les copropriétés. Donc voilà, on n'arrive plus forcément à mobiliser, on n'a plus les espaces disponibles, donc on essaye de faire un petit peu des brouilles, de s'approprier tous les petits espaces. Mais je pense que concrètement, en tout cas sur Paris intramuros, après les friches, même en Seine-Saint-Denis, il y en a quand même pas mal, mais à terme. Encore, oui. Mais c'est vrai que même à terme, toutes les friches qui sont sur le réseau de friches, par exemple, de pleine commune. Voilà, et pas tout, mais est appelé à disparaître en grande partie. Après, la question aussi se pose sur ces espaces restants, quelle biodiversité? Biodiversité horticole, biodiversité sauvage, les deux, oui, préférentiellement les deux. La question effectivement des espèces dites envahissantes qui aujourd'hui commencent à avoir un nouveau virage, mais qui restent prégnantes. Donc il y a ces questions-là aussi. Quelle continuité? Aujourd'hui, les travaux bleus, c'est très entre guillemets à la mode, mais aussi quelle continuité pour la biodiversité grâce à ces espaces, quel corridor, les patchs, enfin voilà, est-ce que c'est du green cover ou est-ce qu'on est sur des vrais espaces fonctionnels? C'est des questions qui sont ouvertes aussi sur cette thématique-là. J'ai une dernière question à jouer. Oui, là, j'habite à Porte de la Chapelle, par exemple, vraiment le métro qu'ils viennent de refaire, qui descend comme ça. Donc, quand vous interpellez, vous dites, voilà, sociologiquement, on a crié, etc., c'est totalement vrai. J'habite là et je ressens un manque vraiment de tout. Mais bon, le vert, c'est vrai que ça manque. Heureusement, il y a des arbres qui sont magnifiques. Mais en bas des arbres, par exemple, on pourrait vraiment jardiner. Ou bien, je ne sais pas, ceux du 18e pourraient mettre de l'herbe, autre chose, il n'y a rien. Et l'autre question qui touche, c'est qu'ils ont mis comme ils ont tout refait, pourquoi, justement, maintenant qu'il y a des gros pluies qui arrivent, comme par hasard, l'eau stagne, et comme ils ne font pas bien les travaux, parce qu'on a vu bien aussi comment ils font dans certains coins, bon, l'eau, elle est là. Et donc, pourquoi ne pas mettre plus de verre, ou laisser plus de, je ne sais pas, de nature, d'une façon que quand il y a la pluie, l'eau vient absorber, je ne sais pas moi bien comment ça fonctionne, mais là aussi il y a une question, il suffirait que vous veniez le jour de pluie, vous verrez, quand ils ont fait les travaux, vraiment, vous sortez Porte de la Chapelle, vous verrez que ça fait un peu comme ça, quand il pluie, voilà, l'eau elle reste là, elle ne descend même pas. Or, il y a cette question-là aussi qui est intéressante, parce qu'au lieu de mettre du dur, mal fait, on pourrait mettre plus de jardin bien fait. Je sais pas. Ça, oui, non, mais tout à fait, parce que quand on parle d'adaptation au changement climatique, on a évoqué l'îlot chaleur, mais il y a aussi la question des inondations. Enfin, on a vu New York qui a été touchée là, il y a 2 ans, et donc effectivement, l'une des difficultés de la zone urbaine, c'est qu'elle a beaucoup de sols imperméabilisés. Donc effectivement, ça peut donner des catastrophes. Et oui, les plantes peuvent permettre aussi de faire s'infiltrer les eaux pluviales en cas justement de forts orages, par exemple. Oui, mais nous aussi, vous le vivez aussi chez vous. Hein. Je me rappelle, l'année passée, il y avait une dame qui est sortie avec ses talons. Mais on attend aussi la crue centenale. On va avoir une crue, on a une crue centenale qui devrait arriver à un moment ou à un autre. Donc il y a bien ce problème-là, effectivement, de l'infiltration de l'eau dans les sols. Et les plantes sont aussi une petite réponse de ce point de vue-là. Mais je ne vois pas tellement pour l'instant, par exemple, la direction de la voirie s'intéresser aux nous, qui serait une réponse pour ça. Ça fonctionne difficilement. Effectivement, il y a certains jardins où on a récupéré les eaux de pluie, les eaux pluviales, qui arrivent comme ça dans une citerne et qui sont après, et ces citernes coûtent relativement cher, il faut des citernes à peu près 1000 m3 pour un jardin qui fait 1 hectare, et pour après arroser le jardin en saison. Ça, effectivement, ça existe, mais ça existe trop. Mais voilà, je parle vraiment de la méthode. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose. Oui, on parle de l'espace public, c'est pour ça que je parle de la voirie, la direction de la voirie, pour l'instant, à mon avis, ils ne maîtrisent pas du tout cette technique d'ingénierie écologique. C'est vraiment une question technique, de technicité, de coût. Et ne sous-estimons pas non plus la parole de l'usager qui n'est pas toujours la vôtre et qui va dire moi j'aime mieux que ça soit bien propre et que ça soit bien payé. Parce que c'est vrai. Enfin, il y a aussi toute, il y a beaucoup de choses qui se mettent. C'est vraiment une question de coût, quoi. Enfin...
Et j'ai une dernière question, après il faut qu'on s'arrête. Au niveau environnemental, justement, de reprendre ces friches qui avaient d'autres fonctions, d'autres usages. Est-ce que quand on va planter après j'avais d'autres questions, mais c'est trop tard, mais on va planter dans l'idée de production agricole, donc on va consommer ensuite. Est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes environnementaux de pollution des sols? Et comment quelles sont les solutions? Les solutions, c'est d'attendre le retour de l'étude Jassur et le retour de l'étude Potex. Et donc on aura les deux l'année prochaine. Il y a deux grosses études en cours au niveau national et au niveau parisien en fait, sur la question de la pollution aérienne, terrestre. Voilà, donc on va savoir tout ça assez rapidement. Et il y avait déjà l'étude faite par Nicolas Bell sur la toiture d'AgroParisTech aussi. Donc il y a pas mal de Mais choses. sinon, pour chaque création de jardin partagé à Paris, généralement, c'est les services qui le font, et on crée une étanchéité par rapport au terrain existant. C'est-à-dire qu'on met un lit de cailloux, un lit de feutre, on met un lit de cailloux, un lit de feutre, et après on met la terre végétale. Pour isoler la partie, le sol. Certains jardins ont été créés dans le 19e, parce que je connais bien, où on a pu extraire, il y a des braies de goudron qui étaient en profondeur, qui à peu près sur une épaisseur de 50 cm. On voit bien justement qu'il y a quand même une généralisation de la culture sur bac pour en fait pallier les problèmes de pollution, mais qu'il y a des jardiniers, des institutions qui demandent expressément de faire une culture en pleine terre. Dans ces cas-là, on passe par le géotextile en fait pour justement isoler la terre, mais c'est vrai que quand même depuis quelques années, la mairie de Paris en tout cas systématisait les prélèvements, on va dire à minima, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 10 ans. Il y a systématiquement une étude de pollution. Voilà, c'est ça, exactement. Avec l'historique de ce qu'il y a eu dans le quartier comme industrie. Je pense qu'on va arrêter. Merci beaucoup. Merci. C'est bon.